Bonsoir et bienvenue dans une édition du Journal des Sports un peu particulière aujourd'hui puisque pour cette émission nous sommes au bowling des Trois Seines dans ce merveilleux établissement pour découvrir bien sûr ce sport mais aussi pour présenter un nouveau club, l'AGT. En attendant de pénétrer dans le bowling des Trois Seines, je vous propose de regarder le programme du Journal des Sports. Il y avait du football avec le championnat de France de Ligue 2. Les Stacks se déplaçaient à Clermont pour tenter d'effacer la déception de Sedan. En basket, gros match pour les basketteurs de Saint-André avec une rencontre décisive pour les hommes d'Olivier Perrin puisque ce match face à la Charité décidait ou non de la montée en National 2 en course à pied. Enfin, à la Rivière de Cor, les meilleurs favoris s'étaient donné rendez-vous pour une épreuve qualificative pour les championnats de France du 10 km. Voilà pour le programme et je vous l'avais dit, nous sommes donc au cœur de ce bowling des Trois Seines en compagnie de l'AGT, club créé très récemment. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons et nous découvrirons le club ainsi que la discipline. En attendant, l'événement du week-end était réservé au basketball puisque lors de la dernière journée du championnat de France de National 3, deux équipes étaient au coude à coude, le BC Saint-André-les Vergers et la Charité sur Loire. Et il se trouve, par un curieux hasard du calendrier, que les deux équipes terminaient le championnat sur le parquet de la Charité dans un match évidemment au couteau, puisque seul le vainqueur de ce match irait en National 2. Retour sur un match à haute tension. Sous les yeux d'une trentaine de supporters ayant fait le déplacement dans la Nièvre, Saint-André est très présent dans ce début de match. Les Drieux profitent de la maladresse adverse provoquée par le stress. Dans un premier quart-temps très défensif, le BCSA ponctue ses 10 premières minutes sur ce dunk rageur de Cramail, accumulant les points, les rebonds et les contres. 12-14, donc 2 points d'avance pour débuter le second quart-temps. Là aussi, les hommes d'Olivier Perrin confirment leur bel allant en se montrant solides défensivement. Même s'ils ne sont pas toujours adroits à distance, l'écart existe tout de même. À la 20e minute, il n'est toujours que d'un point, 25-26. Passé la mi-temps, la Charité va retrouver des couleurs en dominant le BCSA dans bien des secteurs de jeu. Les Charitois, petit à petit, font l'écart, 46-37, rien d'insurmontable, mais on attend une réaction de la part des Drieux. Il n'y aura malheureusement pas de réaction. Saint-André va véritablement exploser en vol dans ce quatrième quart-temps. Au cours de cette période, les partenaires d'Harry Danint ne vont marquer que 2 points et en encaisser 18 de plus. Le BCSA s'auto-inflige un piteux 1 sur 20 à 3 points. Au coup de sifflet final, les joueurs de la Charité exultent. Ils joueront en National 2 la saison prochaine. Les Drieux sont abattus. Je pense on méritait mieux, vu la première mi-temps. On s'écoule un peu en deuxième mi-temps. Un arbitrage un petit peu contestable d'un certain arbitre. Sinon, il n'y a pas photo quand même. Ils ont été plus adroits en deuxième mi-temps. Le BCSA approchait la fin de cycle cette saison. Cette ultime rencontre a probablement sonné la fin d'une équipe. Peut-être, je pense que c'est possible. Après, là on va souffler un peu. Je pense que ça sert à rien de tirer des conclusions à chaud. Mais il est vrai que on est quand même sur une fin de cycle aussi, il faut le dire. Les joueurs et moi. Donc après, on verra bien. Je pense qu'il faut avoir une semaine de repos et analyser après une semaine de repos. Ça ne sert à rien de tirer des conclusions dès ce soir. Il faudra reconstruire pas mal de choses la saison prochaine pour repartir en N3. 2 joueurs ont plus ou moins annoncé leur retraite, Côté et Danint. Les dirigeants vont devoir s'atteler à penser financièrement et sportivement au BCSA, version 2011-2012. Au classement, suite à cette défaite, les Drieux reculent donc d'une place suite à ce revers, car Saint-Dizier gagne inutilement le dernier match. La Charité monte donc seule en National 2. Sainte-Savine ne montera pas en revanche cette saison. Les Saviniennes ont toutefois conclu cet exercice par une victoire face à la Lanterne Rouge, Saran 87-52. Aulnois de son côté l'emporte à Grafenstaden et les nordistes assurent donc leur place en N1. Le SSB termine 4e. Les résultats de handball pour vous dire que l'Étac s'est de nouveau incliné à l'extérieur face à Metz. Vénissieux s'envole grâce à son match nul face au leader. Au classement, les Troyens se préparent à descendre à l'échelon inférieur.
Romilly s'est incliné de manière surprenante en National 3 face à l'Arc Mosellan, concurrent direct pour le maintien, 36-22. Mais Bar-le-Duc et Sedan se sont aussi inclinés au classement. Tout ce petit monde est à égalité. Chez les filles, Sainte-Maure 3 a perdu une nouvelle fois à l'extérieur. Le leader Saint-Maur, en revanche, n'a pas connu de soucis pour écarter Gagny, 38-24. Rien ne bouge. Au classement, Sainte-Maure 3 est toujours 5e. Les filles de Rosières-Saint-Julien ont en revanche perdu gros en faisant match nul à domicile avec Mantes-la-Jolie, 21-21. La Nationale 2 s'envole, d'autant qu'Amnéville est allé gagner à Strasbourg d'un petit but. Au classement, il est presque impossible pour les Senseo-Coyotines de rejoindre Hochfelden et Amnéville. Et puis enfin en motoball, nouvelle défaite pour le Suma, 4-2 à Saint-Georges. L'inquiétude renaît alors que Valréas est tripé à Vougeaucourt 8-3 et Oulgat à Neuville vivent les mêmes tourments que les Diables Rouges. Au classement, les Aubois pointent en 8e position. Autre événement d'importance, le championnat de France de football de Ligue 2 avec le déplacement de l'Estac au stade Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand pour le compte de la 30e journée. Une rencontre qui servait d'exutoire pour les hommes de Jean-Marc Furlan, sortis très déçus du derby contre Sedan la semaine dernière. Les joueurs de l'Estac avaient alors à cœur de se racheter. Pour cette rencontre de championnat, Grax était de retour à la pointe de l'attaque comme titulaire. Un coup de poker gagnant pour Jean-Marc Furlan car au bout de 5 minutes de jeu, sur un centre de psaume, Grax catapulte de la tête le ballon dans la cage auvergnate. 1-0, les Troyens sont euphoriques, Marcos est bien proche d'ajouter un second but, mais Fabre repousse l'échéance. Cela ne durera pas bien longtemps puisque Grax, encore lui sur une frappe de Faussurier, signe le but du 2-0. Ce sont les 2 premiers buts de l'ex-monégasque sous le maillot troyen. 20 minutes de jeu exceptionnel pour les Aubois et pourtant, ils vont céder sur une action anodine mais rondement menée et conclue par le meilleur buteur du championnat, Sloan Priva. C'est le moment où le match bascule pour les Stacks. Voilà, Clermont s'est réveillé et il nous a mis à mal. Ils ont commencé à être plus agressifs, à sortir sans nous. On a eu plus de difficultés pour trouver les bonnes passes et être plus offensif. Voilà. Avant la mi-temps, Clermont porte l'estocade sur une énorme erreur de jugement de Blondel, laissant filer le ballon, donnant du même coup aux Clermontois l'occasion d'égaliser par Périnel et donc de revenir dans la rencontre. En deuxième période, le match sera d'un tout autre rythme puisque les occasions se feront plus rares, surtout pour les Stacks. Clermont, en revanche, fera briller Blondel à 2 reprises. Le gardien de l'Estac se rachètera en repoussant les 2 tentatives. Cela permettra à ses coéquipiers de repartir au moins avec le point du match nul. Mener 2-0 après avoir fait une 20 minutes fantastiques, peut-être qu'ils ont cru que ça allait se passer tout le long comme ça, mais dès qu'on perd la maîtrise du jeu, dès qu'on perd le jeu de passe, notre jeu pour éviter l'impact de l'adversaire, c'est de garder le ballon. Sinon, au 1 contre 1 à l'impact, on est moins bon que tous nos adversaires de Ligue 2. Et au bout de 20 minutes de jeu, on a perdu cette possession du ballon et après on est tombé sous la force physique et la puissance de l'adversaire. Bien que les Troyens auraient pu gagner cette rencontre, il reste qu'ils ont enfin marqué à l'extérieur et qu'avec Grax, ils possédaient peut-être l'attaquant buteur qui leur faisait tant défaut. Statu quo pour cette journée de Ligue 2 au milieu de classement pour les 2 équipes devant. Au contraire, coup de tonnerre avec la victoire d'Évian sur le terrain de Sedan, 4-1. Succès aussi pour Dijon, 2-0 face à Laval. Au classement, Évian conforte sa place de leader avec 2 points d'avance sur Dijon et Le Mans. Les Stacks se retrouvent à 6 points de la 3e place. En CFA2, les Stacks B explosent le leader Vesoul au stade de l'Aube, 7-0. Saint-Louis est battu alors que Dijon et Strasbourg obtiennent une victoire. Les réservistes restent donc en piste pour une accession en CFA, puisque Dijon et Strasbourg ne montent pas. Les Troyens sont à 3 points de Vesoul. En Coupe Gambardella, on ne donnait pas cher des chances troyennes face à Montpellier, et qui plus est, dans le sud. Pourtant, 3 ouvre la marque par Hama après 8 minutes de jeu. Mais les Montpelliérains réagissent la minute suivante par Cropanez. En seconde période, Montpellier prend l'avantage avec une nouvelle réalisation de Cropanez. Camara, le Troyen, égalisera heureusement 10 minutes plus tard. Comme contre Valenciennes, les Aubois sont donc contraints de disputer une séance de pénalty et elle est remportée par les Aubois, 5 tirs au but à 4. Les hommes
d'Emmanuel Bauchet sont en demi-finale de la Coupe Gambardella face à Saint-Étienne, un match qui aura lieu le 1er mai prochain à Mérignac. Toujours bowling des Trois Seines pour cette spéciale bowling, mais à présent on évoque la course à pied avec ce début de saison. Dimanche, c'est à la rivière de Corps que les athlètes avaient rendez-vous pour les 10 km de l'Ars, une épreuve très importante pour la majorité des participants puisque qualificative pour les championnats de France. Reportage. Avant le départ de cette course, on aurait pu se douter que Bartoli, vainqueur en 2005, et Segris, d'Aix-en-Othe, ne seraient pas très loin du podium. Ce fut vrai pour Gilles Segris, appartenant au groupe de 5 hommes partis devant dans le premier tour, en compagnie de 2 Bourguignons, ainsi que des 2 triathlètes Zieba et Pina. Les 2 coureurs de la Côte d'Or sont plutôt en jambes, puisqu'ils font la course devant la majeure partie du temps. Moi je venais pour essayer de faire un petit chrono. Un 31-15 à peu près. Et puis il fallait quand même partir sur des bases solides. Un écrémage qui ne laisse que Segris pour lutter contre les 2 Bourguignons, insuffisant puisqu'à l'arrivée, Alix distance son coéquipier après avoir bénéficié de son travail. Du coup au 5e, on a décidé de partir un petit peu plus vite pour essayer de lâcher puis pas finir au sprint à la fin. Et du coup ça a marché, donc ça a décroché un petit peu derrière. Mais autrement, il n'y avait pas de. Non, on n'a pas accéléré par à coup, essayé d'accélérer progressivement. L'Aixois Gilles Segris sauve l'honneur au bois en montant sur la 3e marche du podium. Bon, c'est dommage, c'est que moi je suis en pleine préparation là, pour les trails. Alors ça, je fais beaucoup de long, je fais un peu moins de vitesse. Donc là, je suis un petit peu juste. C'est vrai que d'habitude, l'année dernière, à la même époque, j'étais en 31-16. Bon là, je fais 31-56. Je pense que si j'avais été en 31-16, ils auraient trouvé les choses un petit peu plus difficiles devant. Bon, je dirais c'est le jeu. Moi, dans 3 semaines, j'attaque un 50 km, donc il y a d'autres préparations à faire. Florence Granger a quant à elle repoussé toute concurrence dans l'épreuve féminine en se débarrassant de l'Auxerroise Vitry. Et puis finalement, c'est elle qui a craqué au 6e kilomètre. J'ai pas accéléré, elle a un petit peu lâché et puis j'ai réaccéléré moi au 8e parce que je voyais que le chrono était sympa, donc j'en avais un peu sous le pied, donc on a fini à fond. Pina prend la 4e place, Zieba la 5e, les Aubois étaient à la peine, ils ont dû une nouvelle fois plier devant la concurrence extérieure. Allons à la rencontre à présent d'Ulysse Delso, jeune passionné de cartes, puisqu'à 13 ans, il ambitionne à présent de passer à la catégorie supérieure après plusieurs années d'apprentissage. Au programme notamment le championnat d'Europe qui débute dans quelques jours. Découverte. Autant vous le dire tout de suite, Ulysse Delso parle peu, très peu. À dire vrai, il préfère faire parler son pot d'échappement car au volant de son kart, le jeune pilote au bois vole littéralement sur la piste. Épousant parfaitement les trajectoires des circuits de France et de Navarre, Ulysse a fini dernièrement par convaincre son coach de le faire passer dans une catégorie supérieure. Cette saison, on va passer à un cap supérieur, puisque à l'heure actuelle, on roulait dans un des plus grands clubs de France, qui est l'Île-de-France, où il y avait à peu près de 400 pilotes. Donc j'ai décidé cette année de changer de catégorie pour Ulysse, qui est une catégorie qui permet d'évoluer de 13 à 15 ans déjà dans un premier temps. Donc on a changé notre planning de course pour cette année 2011 où nous allons faire les 8 courses du championnat Alsace-Lorraine. Au volant de son bolide depuis bientôt 5 ans, Ulysse a donc découvert le kart sur le tard, mais surtout un peu par hasard. On a découvert le kart à un moment donné où on faisait un peu de loisirs. C'était à Reims. Et Ulysse est monté dans un kart, il s'est trouvé très à l'aise. Et c'est moi qui lui ai dit, écoute, il était pas loin de faire les choses bien. Écoute, si tu bats le record de la piste, eh bien, je t'offre un kart. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a battu le record de la piste, bien entendu dans sa catégorie. Il avait 8-9 ans à l'époque. Au fil des compétitions, le jeune pilote s'est ensuite pris au jeu, même si les débuts ont été plutôt difficiles. J'ai commencé à débuter en mini-kart et un souci, ça se passait pas bien. Et dans les autres circuits, ça allait bien. Et après, j'ai fait minime. La première course, ça s'est pas bien passé. Les autres, ça s'est bien passé. Senna, Schumacher, Prost ou même Vettel ont tous commencé par le kart, alors il est logique que cela donne des idées à Ulysse. Je voulais être pilote de Formule 1.
Ulysse débutera dans quelques jours un périple l'amenant à disputer les manches régionales de Ligue Alsace-Lorraine ainsi que la Coupe de France, mais surtout aussi le championnat d'Europe. Bref, une vraie odyssée. C'est le moment de passer à l'invité du lundi, l'AGT Bowling. Ce soir, exceptionnellement, je vous l'ai dit, nous sommes au bowling des Trois Seines. Claude Perrin est avec nous pour nous expliquer comment jouer au bowling et je vais me prêter à l'expérience. Bonsoir Claude. Alors, comment joue-t-on au bowling? Eh bien, disons, pour le bowling, c'est déjà un sport d'adresse, c'est pas un sport de force. Et puis, il y a un positionnement à accepter dès le départ. C'est-à-dire pour un droitier, c'est utiliser la partie droite de la piste et pour un gaucher, la partie gauche. La notion d'équilibre est importante. Il ne faut pas courir, il y a un marché à faire avec un lancer. Donc c'est là la difficulté. Donc il faut essayer de passer entre la deuxième et troisième flèche en partant de la droite, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et sans trop vous pencher en avant. Parce que quand on a le buste en avant, on a tendance à accompagner avec le bras vers la gauche. Alors vous allez essayer à nouveau. Si qui tombait, Claude, finalement vos recettes m'ont profité. Mais oui, vous voyez, déjà rigole, c'est fini, c'est déjà sur la piste. Donc on s'est rapproché déjà de la flèche numéro 3. Il faut se rapprocher un peu plus de la 2. Et vous allez voir, on va peut-être toucher le strike. Eh ben, je propose que Claude, vous nous fassiez la démonstration pour réussir un bon strike. Alors Gérard, pourquoi avoir répondu présent à l'appel de Claude Perrin pour prendre la présidence de l'AGT Bowling? En fait, une amitié de longue date avec Claude Perrin, qui après quelques soucis dans un club que je n'aimerais pas, a décidé de remonter une structure et a fait appel aux anciens, dont je fais partie maintenant. Car j'ai joué au bowling pendant une vingtaine d'années, j'ai eu un break pour des raisons professionnelles pendant presque une dizaine d'années là. Et donc je reviens, avec un potentiel physique beaucoup moins performant bien sûr, mais je reviens avec plaisir. Alors dans le futur, qu'est-ce que vous attendez à l'AGT Bowling? Vous avez des objectifs, peut-être des tournois à créer? Déjà bien sûr de gonfler le nombre des licenciés. Aujourd'hui nous sommes 10 avec un potentiel de 3 licences à venir, j'espère. Et en fait, c'est plutôt le côté loisir là, qui nous intéresse. Retrouver une ambiance que moi j'ai connue au tout début et voilà, perdre un peu ce côté trop compétiteur. Donc les objectifs, la structure un peu plus forte. Après, on essaiera peut-être de participer à des tournois dans la région. Et pourquoi pas en faire ici à notre initiative. D'accord, donc organiser une compétition... Voilà, style tournoi KO qui, je me rappelle à une époque, faisait un tabac. D'accord. Est-ce que l'état d'esprit qui anime l'AGT a été déterminant pour vous pour reprendre la présidence? Ah moi bien sûr, oui. J'avais tellement de souvenirs d'une époque où c'était quasiment fraternel, quoi. On se retrouvait avec un plaisir... Et donc là, je voulais déjà connaître les gens pour la plupart. Je savais ce qu'ils valaient au niveau de l'ambiance. Et oui, ça c'était un facteur très important. Alors Fabrice, bonjour. On sait très bien qu'il y a maintenant 2 clubs de bowling sur l'Aube. Ça vous fait 2 créneaux horaires d'ajouter. Est-ce que c'est pas difficile de concilier les deux avec justement votre clientèle? C'est tout à fait ça. Le seul inconvénient, c'est que les jours sont bloqués. On a aussi notre clientèle publique normale, quoi. Donc on est obligé de jouer avec les horaires maintenant. On essaie de leur donner un créneau, mais ça passe encore. Il n'y a pas de souci. Un autre club, par exemple, on ne pourrait plus, quoi. Ouais. Au niveau des compétitions, est-ce qu'il y a aussi des problèmes pour les organiser ou est-ce que vous êtes toujours partant pour organiser des compétitions, sachant qu'évidemment pour vous, c'est un petit peu à perte? Pas tout à fait à perte, mais bon, il faut en organiser beaucoup dans l'année pour pouvoir réussir
à engranger quelque chose, sinon c'est impossible. Alors pour eux, il faut démarrer très tôt le matin. Pour nous, on démarre à 5 h du matin pour pouvoir les accueillir à 9 h, parce qu'il y a la préparation des pistes, il y a la préparation de l'approche pour qu'ils puissent glisser avec leurs chaussures proprement, qu'il n'y ait pas d'accrochage, qu'il n'y ait rien. Donc il y a un boulot phénoménal, oui. Et ça démarre donc 5 h du matin et on finit à la fin, quoi, à 20 h, quelquefois un peu plus. Est-ce que vous êtes partant pour organiser une grosse manifestation du type grand tournoi national de bowling ici à Troyes? Alors on a déjà fait un tournoi jeune national l'année dernière. On peut en faire un, mais après il faut savoir à quel moment et à quel nombre de personnes peuvent s'inscrire par rapport aux places qu'on peut de disponibles. On a aussi un tournoi qui se fait en janvier sur 3 jours et qui lui accueille aussi pas mal de monde et qui est organisé par le bowling de Troyes. Mais c'est pareil, il faut des créneaux horaires, il faut des disponibilités, il ne faut pas trop d'équipes non plus pour pas qu'on puisse déborder. Parce que qui dit déborder dit beaucoup d'heures. Lorsque vous avez ouvert votre bowling des Trois Seines, le bowling de Saint-Julien existait encore, les clubs étaient justement au bowling de Saint-Julien. Est-ce que vous n'avez pas eu peur justement que les deux clubs se mettent à émigrer chez vous? Est-ce que ça a été possible? Alors je n'ai pas décidé ça dès le départ. J'ai dit tout simplement dès le départ que je ne voulais aucun club de bowling, sachant qu'ils étaient chez mon confrère de Saint-Julien. Donc j'avais dit non pour les clubs, vous avez votre bowling, vous restez chez lui. Et de là j'ai appris qu'ils n'avaient plus d'engagement chez lui et qu'ils allaient à Châlons. Donc quand on a discuté avec les clubs tous réunis en disant bah voilà, si vous êtes à Châlons, bon ok, je ne prends pas une clientèle de mon confrère et je vous accueille chez moi. Vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Non, pour l'instant non. Non. Je dis bien pour l'instant. Oui, tout se passe bien, bonne collaboration, oui. Ce sont des gens sympathiques qui peut-être parfois peuvent vous amener une certaine clientèle. Voilà, et moi je leur amène aussi de la clientèle dans la mesure où quand on a des entreprises, on leur demande de venir et faire voir quelques gestes assez simples pour que les gens puissent se débrouiller un peu mieux que malheureusement ce que nous, petits joueurs, savons faire. Voilà, ce journal spécial bowling est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports, mais cette fois-ci en plateau. À bientôt.